Donc, je m'appelle David Pierrard, je suis responsable du domaine de Belleval, propriété de la Fondation François Sommer dans les Ardennes. Et donc je m'occupe de la gestion du domaine, tant forestière que sur les aspects cynégétiques et pédagogiques. Alors je me suis intéressé aux animaux sauvages et au métier que je fais aujourd'hui, parce que très jeune j'ai été au contact de la nature et des animaux. Et donc j'ai passé beaucoup de temps dans ma jeunesse à les observer, etc. Donc voilà, ça m'a toujours passionné. Peut-être leur mystère, le fait qu'ils ne se livrent pas finalement aussi facilement que ça, et quelque part que ça se méritait. Donc c'est surtout ça, d'essayer, j'avais envie de les découvrir et d'en savoir plus sur les animaux sauvages. Donc la gestion d'un domaine forestier comme Melval implique une certaine polyvalence, puisqu'on a à la fois la gestion des écosystèmes, l'écosystème forestier, on a aussi la chance d'avoir des étangs et des zones humides, mais aussi la gestion de la faune sauvage, alors pas seulement le gibier d'ailleurs, hein, c'est assez large, par toute la diversité qu'on a, s'intéresser aux insectes aussi bien qu'aux amphibiens, etc. Donc c'est ce qui rend aussi le métier passionnant. Donc ça implique d'avoir une bonne connaissance d'abord des milieux, de la gestion forestière, mais aussi également de tout ce qui est la biologie des animaux, comment ils fonctionnent, comment ils se nourrissent, comment ils se reproduisent, et après d'avoir aussi, et c'est peut-être là le plus difficile, de comprendre le fonctionnement de l'ensemble, parce que bon, détailler, connaître bien la forêt, connaître bien les animaux, ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi comprendre comment les choses interagissent entre les animaux et leur milieu, et aussi les espèces entre elles interagissent. Donc en fait, ces écosystèmes, c'est des choses assez compliquées. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend le métier intéressant. On n'a pas aujourd'hui compris comment tout fonctionnait exactement. Et c'est là où on a encore beaucoup de travail à faire sur la compréhension des animaux. Et donc c'est pour ça que dans notre métier, on met aussi en œuvre des recherches scientifiques pour améliorer la connaissance des espèces sauvages et d'essayer d'être le plus à propos possible dans la gestion de ces animaux. Sachant que l'idée finale de tout ça, c'est d'avoir un regard bienveillant sur la faune et la flore, et de faire en sorte que le fait que les animaux vivent en harmonie avec leur milieu, finalement tout le monde puisse bien se porter, et voilà. Et donc on a un devoir de préservation et de conservation, d'essayer de conserver autant qu'on le peut cette harmonie et la diversité biologique dans sa globalité. La difficulté qu'on peut rencontrer à essayer de gérer des animaux sauvages, c'est que bien évidemment, ils ne se livrent pas aussi facilement, et les informations sont plus difficiles à obtenir quant à la reproduction, par exemple, à leur bien se porter. Donc ça rend les choses un petit peu plus compliquées que dans un élevage, par exemple. Je pense notamment au fait simplement de savoir combien il y en a, parce que c'est important pour nous, dans le but de préserver les équilibres, de toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'animaux par rapport à la ressource alimentaire. Donc il y a des informations qu'on ne peut pas avoir, par exemple compter les animaux. On sait aujourd'hui qu'on est incapable de le faire. Moi je suis incapable de dire sur le domaine combien j'ai de cerfs, combien j'ai de sangliers, combien j'ai de chevreuils. Donc on doit travailler différemment et aller chercher, mettre en place d'autres protocoles de suivi qu'on peut avoir plus classiquement dans des parcs zoologiques ou des choses comme ça. Donc ça veut dire que, partant du constat qu'on ne sait pas combien on a d'animaux, on va travailler sur le bien se porter des animaux, donc on va prendre les informations différemment, et on a tout à fait mis en évidence que quand apparaissait un déséquilibre entre les espèces et leur milieu, il y avait des conséquences. Et les premières conséquences, notamment, ça va être sur le bien se porter des animaux. Donc on constate que quand une population de cerfs, notamment, se développe trop par rapport à la ressource alimentaire, on voit que les animaux vont moins bien se porter. Et ça, on va le mesurer physiquement et précisément en pesant, par exemple, les jeunes de l'année. On voit très nettement que s'ils sont moins performants en prise de poids, ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas eu ce qu'il fallait, et que donc ils sont trop nombreux par rapport à la ressource.
Et après, on va aussi faire des suivis, ce qu'on appelle des suivis d'abondance. Alors, ce n'est pas des comptages, puisque je vous ai dit que c'était impossible de les compter, mais on va mettre en place des protocoles de recensement et qui vont nous permettre, toujours pas de savoir combien on en a, mais d'avoir une tendance à l'évolution de la population, soit vers le haut, vers le bas ou vers la stagnation. Et le troisième point, ça va être de mesurer, d'essayer de quantifier l'impact qu'ils ont sur le milieu. Donc là, on travaille sans voir les animaux, mais simplement par les traces qu'ils vont laisser en se nourrissant. Quand ils prélèvent des végétaux, on arrive à le voir, donc on constate. Donc c'est des protocoles, on travaille sur des carrés d'1 mètre carré, où chaque année, on va venir relever finalement le nombre de tiges qui sont abruties par les cerfs, par exemple. Et ça, c'est pareil, ça va nous permettre de mesurer l'impact des animaux sur le milieu. Donc avec ces 3 faisceaux d'indicateurs, la pression des animaux sur le milieu, leur performance physique, leur bien se porter, et les indices d'abondance, on va arriver à avoir un faisceau d'indicateurs qui vont nous permettre de définir pas combien on a d'animaux, mais s'il y en a trop par rapport au milieu. Et nous, le devoir qu'on a, je pense que c'est notre responsabilité de faire en sorte que les animaux se portent bien. Et donc si on constate qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé entre les animaux et le milieu, on va intervenir bien évidemment. Alors sur le milieu, on ne peut guère intervenir, donc on va intervenir sur les animaux et on va en prélever davantage, en tuer davantage, pour limiter le nombre d'animaux et d'essayer de faire en sorte qu'ils retrouvent des performances physiques convenables, etc. Notre gestion des animaux s'apparente à la prédation dans la mesure où le rôle des prédateurs dans la nature, c'est de prélever un certain nombre d'animaux et ainsi de maintenir les équilibres. Alors ce qui nous différencie des prédateurs, bien évidemment, c'est le prédateur agit d'instinct simplement pour se nourrir. Nous, on essaye d'agir plus en conscience et dans l'intérêt des animaux. Alors il s'avère que la prédation des naturelle profite bien évidemment aux proies puisqu'elle a un rôle de régulation et d'éviter justement ces à-coups de population. Donc aujourd'hui notre rôle c'est de substituer à ces prédateurs naturels. Donc on essaye de le faire du mieux possible en imitant au mieux ce que ferait la nature. En tout cas, moi c'est toujours ma façon de procéder, d'observer comment fonctionne la nature et d'essayer de reproduire finalement les schémas puisque partant du principe que la nature est bien faite, on a tout intérêt, je pense, à essayer de limiter et de reproduire les schémas. Donc dans la prédation, l'animal sauvage, le prédateur sauvage, va toujours chercher à avoir le meilleur rendement possible dans ses actes de prédation, sans autre considération que celle-là finalement, c'est-à-dire dépenser le moins d'énergie possible pour prendre le plus de protéines et d'énergie possible. Voilà, donc... Et pour ce faire, il va orienter ses prélèvements vers certains types d'animaux, principalement les jeunes animaux qui sont les plus vulnérables, et ensuite les très vieux animaux qui, en vieillissant, deviennent aussi des proies beaucoup plus faciles à capturer. Et ça conduit finalement, dans le cadre de la prédation naturelle, à épargner les classes adultes, les animaux adultes qui sont en pleine force de l'âge, et donc à préserver ces catégories d'âge. Aujourd'hui, on peut parfois constater que par la chasse, l'homme a trop anthropomorphisé, je pense, sa vision de la nature sauvage et intègre dans sa façon de prélever des notions qui ne doivent pas, à mon sens, être comme par exemple l'esthétique. C'est-à-dire, moi je me refuse par exemple de dire qu'un cerf est plus beau qu'un autre, puisque ce sont des considérations qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être dans la nature. La nature, on vit ou on meurt parce qu'on est vigoureux ou parce qu'on est affaibli, mais pas parce qu'on est beau ou pas beau. Donc en aucun cas, moi j'essaye d'exclure toujours ces points de vue humains sur la gestion de la nature. Donc, et surtout, on a constaté aussi, que le fait de ne pas respecter ces règles, on arrivait à déstructurer finalement socialement. Les animaux sont aussi des animaux, des êtres sociaux. Et en modifiant finalement les pyramides des âges et les structures sociales des noyaux de population d'animaux, ça pouvait engendrer certains désordres, notamment chez le sanglier, en particulier chez le sanglier, quant à la reproduction. Donc à Belleval, on a toujours mis en œuvre, essayé en tout cas de reproduire ces schémas de prédation naturelle. Donc on a permis à beaucoup d'animaux et à des sangliers et à des cerfs de vieillir. Et on constate que dans le cas particulier de Belleval, la reproduction du sanglier se passe plutôt bien, et, puisque les femelles adultes finalement vont encadrer, parce qu'il y a dans la stratégie de reproduction, il y a toujours
comment dire, l'intérêt de faire naître tous les jeunes en même temps. C'est le principe de la tortue. Les naissances groupées font qu'on limite au maximum les effets de la prédation. Et donc c'est un phénomène naturel, c'est une logique naturelle qui doit conduire finalement au fait que les femelles vont toutes se mettre en reproduction en même temps. Et on constate qu'à Belleval, les choses se passent plutôt bien, et effectivement, on a encore aujourd'hui ces pics de naissance, vraiment ces lots de jeunes qui naissent au même moment. Alors que dans certains territoires ouverts, où on a, je pense, un petit peu trop juvénilisé les populations de sangliers, où c'est un petit peu l'anarchie, et on constate que des jeunes naissent finalement toute l'année quasiment, quoi. Et là, bien évidemment, en naissant comme ça toute l'année, les animaux payent un tribut beaucoup plus lourd à la prédation naturelle et aussi aux effets du climat. Je pense que c'est plus favorable de naître au mois d'avril que de naître au mois de décembre. Donc voilà, donc c'est toujours ce souci finalement d'essayer que les choses se passent le plus naturellement possible et que l'intervention humaine finalement évite les désordres et de dérégler le fonctionnement naturel des choses, l'ordre naturel des choses. On essaye d'imiter la prédation naturelle sur certains de ces aspects. Il existe vraiment des différences entre les deux. La prédation sauvage, faite notamment par les loups, les lynx et tous ces prédateurs, elle est faite hors conscience, c'est-à-dire sans but particulier autre que de se nourrir. Donc le loup, lui, n'a pas le souci du bien se porter de ses proies. Et c'est ce qui nous différencie, je pense, fondamentalement. Nous, on imite sur certains aspects. Après, bien évidemment, on n'a pas la même façon de prédater et de prélever. D'abord parce que le loup, lui, c'est on va dire une emprise permanente et une présence permanente sur le territoire, alors que nous, on sort finalement de la vie sauvage pour retourner chez nous, et on vient ponctuellement, on va dire. Donc déjà rien que pour cette... il y a déjà là une grande différence entre la prédation naturelle et la prédation sauvage. Pour ce qui est de la prédation humaine, elle est faite en conscience, avec un objectif finalement qui n'est pas pour nous vital, à la différence du loup, qui est simplement dans le souci de travailler pour le bien se porter des animaux. Et ça, je pense, ça fait une grande différence. Et les objectifs ne sont pas les mêmes. Et la façon de faire ne sera pas... Nous, simplement, on a aussi la conscience de tuer proprement, par exemple. On intègre parfaitement la souffrance de la proie et on essaye de tuer au mieux, au plus vite. Ce qui n'est pas forcément... Le loup n'a pas forcément d'état d'âme par rapport à ça. Donc, ce n'est pas qu'il y ait une méthode qui soit meilleure qu'une autre. Et je pense d'ailleurs que les deux peuvent être très complémentaires. Et on a des cas, notamment, où le loup est arrivé, sur des populations animales, je pense au mouflon de la Drôme, par exemple, pour citer que celui-là, où il y avait une gestion humaine qui était faite, qui était sans doute, où je pense on ne prélevait pas assez d'animaux, c'est souvent le tort des chasseurs finalement, de vouloir trop épargner, et on était arrivé finalement à des surdensités d'animaux. Et quand le loup est arrivé sur ces populations de mouflons, alors au départ il y a évidemment un impact très très important, puisque déjà il y a beaucoup de proies, et donc il y a eu un vrai effondrement de la population. Et ensuite, je pense que ça a permis d'assainir. Donc le travail du prédateur, là, je pense, est venu tout à fait en complément de celui de l'homme. Et donc il n'y a pas de... Et je pense que là est le bon fonctionnement. Nous, on est là pour faire les ajustements. Et d'ailleurs, toutes les expériences qui ont été conduites, je pense à l'île d'Anticosti notamment, où il y avait des populations de cerfs de Virginie très abondantes, et on ne savait pas quoi en faire. On aurait pu payer des fonctionnaires à aller tirer des cerfs de Virginie, mais bon, on a pris la décision de lâcher des loups, en pensant, peut-être naïvement, que les loups allaient régler le problème. Et on s'est rendu compte qu'au final, que les loups n'ont jamais réussi à complètement à contenir la population de cerfs de Virginie. Et on constate, et on le fait avec d'autres petits prédateurs plus communs, par exemple comme le renard, que en fait c'est la quantité de proie qui va conditionner
la quantité de prédateurs. Quand il y a beaucoup les campagnols, par exemple, ont des cycles, c'est-à-dire qu'il y a des années où il y a vraiment des proliférations de campagnols, et on voit que le renard, les portées, par exemple, des renards, va être beaucoup plus, le nombre de jeunes par portée va être beaucoup plus important les années où il y a beaucoup de proies. Mais en aucun cas, les renards n'empêchent finalement ces proliférations. Donc finalement, nous, c'est pour ça que c'est bien que ça se complète. Le prédateur, lui, va faire un prélèvement, on va dire, au plus juste, dans le sens où il va prendre les faibles, ceux qui courent le moins vite. Donc ça, c'est la prédation à propos. Et peut-être que ça ne suffira pas parfois sur le nombre. Donc nous, on est aussi peut-être là pour ajuster. Donc il n'y a pas de compétition finalement. Je pense que dans l'intérêt des proies et du bon fonctionnement des choses, on peut tout à fait admettre un travail en commun, entre guillemets. Voilà. Et pour le chasseur que je suis, je ne me sens pas en concurrence avec les prédateurs, ou les loups, ou les lynx, ou les autres. Au contraire, on peut s'inspirer de leur façon de faire et de leur façon de chasser aussi, tout simplement, parce que c'est assez intéressant de voir les stratégies qu'ils peuvent mettre en œuvre. Donc voilà, je pense que sur les cas où on a eu une gestion commune, humaine et prédateurs sauvages, on arrive à faire des choses plutôt intéressantes et les résultats sont plutôt intéressants. Alors dans les vocations qui sont assignées à Belleval, en aucun cas Belleval n'est un territoire qu'on gère pour la chasse. Les vocations de Belleval, elles sont multiples, elles sont d'abord vers la pédagogie, c'est-à-dire vers les chasseurs, former les chasseurs, éduquer les chasseurs. Elle est orientée aussi vers la recherche scientifique et vers la conservation des milieux. La chasse dans le dispositif est un outil mis à la disposition du domaine on l'a vu, pour réguler les populations de grands animaux. Donc en aucun cas c'est une fin en soi. Alors bien évidemment, les gens ne vont pas à la chasse en faisant pénitence et pour rendre service. Ils le font parce qu'ils aiment ça et je pense d'instinct. Après, au-delà de ça, bien évidemment, la chasse elle a quand même des conséquences assez lourdes qui passent et qui aboutissent généralement par la mort d'un animal. Donc par rapport à ça, tuer un animal, prendre une vie, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit d'abord engendrer quelques réflexions, parce que quand on se retrouve face à son premier gibier mort, tout être normalement constitué doit se demander pourquoi il a tué cet animal et quel sens ça a finalement. Et je pense qu'après, une fois qu'on a fait ce chemin de réfléchir, à quoi ça sert, pourquoi ça sert, on arrive finalement à avoir un rapport à l'animal et surtout un rapport à la mort. Je pense que c'est ça le plus douloureux, c'est le rapport à la mort qui est assez serein dans le sens où la mort, quand on regarde les choses concrètement dans la nature, elle est normale, omniprésente et surtout nécessaire au bon fonctionnement des choses. Donc je pense qu'il n'y a pas à s'offusquer finalement de la mort d'un animal. C'est quelque chose, quand on observe la nature, qui est très courant, banal et normal. Donc après, on le fait bien évidemment avec notre conscience d'homme. C'est-à-dire que tuer un animal, ça doit se faire dans le respect, puisque on passe quand même beaucoup de temps à les observer, il y a de l'affect, et toujours dans un souci de bienveillance. Donc le mot éthique souvent est galvaudé. Moi je pense que c'est simplement affaire de bon sens. On sait que l'instant est grave, donc on doit le faire de la meilleure manière qui soit, que les choses soient faites proprement. C'est ce qui nous distingue d'un prédateur. On a notre conscience, donc on essaye de faire les choses bien, vite et bien. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait ça comme on pense être la bonne manière de le faire, je pense que voilà, en tout cas, je suis assez serein par rapport à ça. Et voilà. Mais ça nécessite quand même de se poser certaines questions. Ça ne peut pas être fait en dilettante. La chasse-cueillette insouciante, je pense qu'aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être. Les mentalités évoluent, les choses évoluent. Donc je pense que le chasseur moderne, il a besoin de s'investir, de s'impliquer, de contribuer effectivement dans sa globalité à la préservation de la nature, de s'en donner les moyens, les compétences.
Voilà, donc je pense que là est la chasse sportive, entre guillemets, ou juste de loisirs récréatifs. Moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, quoi. Je pense que la chasse, avec les conséquences qu'elle a, elle impose de s'impliquer, quoi, et de faire les choses bien. C'est forcément, on joue pas au ping-pong, on tue un animal. C'est pas une petite histoire. Donc ça, on peut pas le faire en dilettante. Enfin, pour moi, c'est inconcevable. Donc bon, après, moi je vis ça, c'est mon métier. La chasse, on la vit du 1er janvier au 31 décembre et du matin au soir. Peut-être que tout le monde n'a pas cette perception. Après, on a peut-être aussi un petit peu de mal à comprendre d'autres perceptions, mais à mon sens, les enjeux sont tels que ça peut pas être mal fait. Ça peut pas souffrir la médiocrité. On doit s'investir, on doit s'impliquer et faire en sorte que les choses se fassent bien et que ça se passe bien pour les animaux, notamment au moment crucial qui est de les mettre à mort, tout simplement. Alors il est évident qu'après tout ce qu'on vient de se dire, on peut se demander s'il subsiste encore, on va dire, de la sauvagerie dans Belleval, dans les animaux et dans les écosystèmes. Alors la définition du sauvage, je pense qu'elle est assez large et chacun peut y apporter sa propre interprétation. Moi je suis un garçon assez pragmatique, donc à partir du moment où les animaux vivent en pleine dépendance, en indépendance, pardon, c'est-à-dire ils se nourrissent sans nous, ils se reproduisent sans nous, donc ils sont pas, comment dire, ils viennent pas nous voir, ils gardent leur aspect furtif et gardent une crainte finalement de l'homme, hein, puisque pour eux on est des prédateurs. À ce titre-là, moi ça me suffit pour les considérer comme sauvages, à partir du moment où ils sont complètement indépendants de nous. Après, on peut aller vers d'autres. Existe-t-il encore une nature sauvage si on veut considérer qu'à partir du moment où l'homme intervient dans les milieux et sur les espèces, elles ne sont plus sauvages? C'est un vrai débat. J'ai pas forcément la réponse. En tout cas, moi, j'essaye de leur conserver cette indépendance. Voilà, ça, c'est pour moi important. On a un rôle bienveillant, mais on n'est pas forcément non plus... comment dire, on essaye de leur garder cette liberté. Voilà. Je pense que, moi en tout cas, je considère que ça me suffit pour les considérer sauvages. À certains égards, certains animaux domestiques peuvent se réensauvager. Il y a des cas comme ça, des cochons, des chèvres, qui redeviennent complètement sauvages dans le sens où elles retrouvent leur pleine autonomie à partir du moment où elles échappent à l'homme. Donc je pense qu'elles ont cette capacité, et même dans le sauvage, il y a aussi une certaine capacité à profiter des opportunités, y compris celles qui sont offertes par l'homme. Des renards qui vivent en ville, à Londres. Est-ce que ces animaux sont sauvages et pourtant ils vivent au milieu des maisons et des caves? Oui, moi je considère que oui, dans le sens où déjà ils sont venus ici sans qu'on les y amène et qu'ils arrivent parfaitement à s'adapter et à survivre à ce contexte. Donc voilà, très difficile hein, finalement de décrire ce qu'est le sauvage. Nous en tout cas on veille, même si on intervient sur les milieux, à garder ce côté le plus naturel possible et en tout cas artificialiser le moins possible la nature, ça c'est clair. L'amour du sauvage, alors déjà je vous l'ai dit, le terme amour, pour moi c'est anthropomorphique, c'est on va dire un sentiment humain. Donc j'essaye de ne pas avoir ce rapport avec la nature, je vous l'ai dit, donc c'est pas un amour, je pense que c'est plus une fascination. Moi il me fascinent ces animaux tout simplement. Donc ouais, on est plus dans le... Alors il y a une phase où on peut se contenter de contempler, et après quand on est fasciné, bah, on a envie de savoir, on a envie de découvrir, on a envie de les connaître mieux, on a envie... Voilà, et je pense que c'est ça. Après, le terme d'amour, moi je le réserve à mes enfants, à ma femme, mais c'est pas ce rapport que je ressens, c'est vraiment ça, c'est vraiment une fascination. Voilà, moi il me fascine.
Et c'est ce qui m'encourage et me motive tous les jours et qui me plaît de les voir. Et on s'émerveille en fait en permanence. Moi, chaque fois que je vois un cerf, je me demande si c'est vrai, quoi. Enfin, ces animaux qui sont tellement beaux, il n'y a pas que ça, hein. On peut aussi s'émerveiller, être fasciné par une libellule, par plein. La nature est plein de belles choses et de choses assez extraordinaires. Donc en fait, c'est ça le bonheur qu'on a à faire le métier qu'on fait. Voilà, c'est toujours cette fascination, cet émerveillement de ces animaux, de cette nature, qui tous les jours nous dit. Moi, je m'en lasse pas. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et des cerfs, j'en ai, je sais pas, observé des milliers sans doute maintenant. Et à chaque fois, ça me fait le même effet, quoi. Je dis pas que j'ai l'impression de voir le premier cerf, mais est-ce qu'ils sont bien vrais, quoi. C'est tellement beau que c'est des fois à peine croyable. Donc c'est plutôt ça, cet émerveillement permanent, quoi. Alors d'abord, moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, hein, dans ce qu'ont m'ont apporté les animaux et le fait que je m'y intéresse maintenant depuis de nombreuses années, c'est l'humilité. Parce que on croit qu'on sait beaucoup de choses et puis plus on découvre, finalement, c'est des animaux qui sont assez surprenants et on découvre des choses chaque jour. Et ça rend humble par rapport, et prudent aussi par rapport à la relation qu'on établit à l'animal. Après, ce qui est enrichissant, en tout cas, moi, ce que j'aime dans le rapport à l'animal, c'est une certaine... dire il n'y a pas de détour. Voilà, moi, j'aime bien les rapports directs. Et je pense que je retrouve ça avec les animaux sauvages, finalement. C'est-à-dire que parfois, dans les rapports humains, il peut y avoir des choses qui ne sont pas dites, ou c'est pas, voilà, c'est pas franc, quoi. Alors qu'avec les animaux sauvages, finalement, on a ce rapport très direct, dire il n'y a pas de faux semblants, il y a pas, on sait quoi, voilà, un sanglier quand il n'est pas content, on le sait, quand il est, voilà, donc c'est vraiment ces rapports sans détour, sans faux semblants, voilà, c'est cash. Et ça, moi, c'est un petit peu ma façon d'être, et c'est pour ça que je me sens bien finalement au milieu des animaux sauvages, parce que je sais qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... Voilà, les rapports sont directs et francs. Voilà, ça c'est vraiment. Et après, toute leur capacité, moi, où ils m'ont beaucoup surpris, souvent, c'est dans la volonté de vivre, par exemple. C'est assez impressionnant quand on compare à l'échelle humaine où on se plaint de tout et de rien. Moi, j'ai été assez étonné de voir dans ce rapport à la prédation, dans ce rapport à la vie, de voir avec quelle énergie et quelle force finalement les animaux sont capables de supporter des choses qui pourraient nous paraître insupportables. Donc suite à des animaux qui ont eu des collisions, des blessures, etc. La résistance à la douleur, tout ça c'est assez comment dire. Oui, là on peut prendre des leçons, quoi. C'est vraiment assez extraordinaire et on apprend beaucoup d'eux. Je pense que ça nous apprend aussi à relativiser notre petit confort et nos petits soucis de la vie quotidienne. Donc voilà, je pense que c'est ça. Après, ce qui m'apporte, simplement, je vous dis, du bien-être, de l'apaisement, voilà, c'est apaisant. C'est apaisant, ça fonctionne simplement, et voilà, c'est reposant. Enfin, moi, en tout cas, c'est tout ce que ça m'apporte. Finalement, cette simplicité des rapports, y compris entre eux, hein, dans les individus. Alors, quand on ne connaît pas des choses qui peuvent être choquantes, mais dans la violence qu'il y a aussi parfois. Mais ce n'est pas malsain, ce n'est pas des violences malsaines. Même la violence dans la nature, on l'admet sans souci, puisque derrière, il y a toujours un but qui est lié souvent à la survie. Hein. Une laie qui mange ses jeunes, par exemple, ça peut paraître hyper violent, remis à l'échelle humaine. Donc finalement, mais pourquoi elle le fait ? Il y a toujours un but et une raison, qui sont simplement, si on régène à l'échelle du raisonnement d'un animal, c'est de survivre, hein, voilà, c'est aussi bête et méchant que ça. Donc voilà, c'est cette façon simple de voir les choses, simplifiée à l'extrême. Je dois survivre, je dois me reproduire, et voilà, et tout le reste finalement, ça n'a que peu d'importance. Donc ramener les choses à l'essentiel. C'est ça que font les animaux sauvages en fait. Pas de superflu, pas de
pas de... Voilà, on fait les choses simplement. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Et c'est ça qui... Voilà, c'est cette sorte de simplicité de vie. Voilà, et ça, je vous dis, ça repose dans le monde dans lequel on vit, où finalement tout est tant compliqué, on se complique les choses. Voilà, ben non, en fait, ça peut être très simple, quoi. Enfin, voilà, c'est en tout cas ce que me montrent les animaux, quoi. Alors pour rentrer en relation avec des animaux sauvages, hein, quand on va dans la nature, je pense qu'il faut déjà avoir une réelle envie, une réelle motivation pour le faire. Je pense que la plupart des gens, en tout cas, moi c'est un constat que je fais, hein, on n'a pas que des chasseurs qui viennent à Belleval, on a aussi des gens qui viennent sur les soirées Brahms. Et le problème, c'est souvent le rapport que les gens ont à la nature sauvage, qui est souvent biaisé, hein, qui n'est pas un rapport direct, qui se fait par procuration souvent devant un poste de télévision ou devant un écran. Et on est dans une société aujourd'hui où ça doit aller vite. Donc les gens, ben, ils veulent voir un cerf, ils veulent voir un sanglier, mais rapidement. Mais les choses ne se passent pas comme ça, en fait, en réalité. Ça se mérite. Donc ça se mérite, donc ça nécessite bien évidemment de prendre certaines précautions, déjà de ressentir un peu les choses, déjà dans le ressenti. Il y a des gens, ils ne ressentent pas. Voilà, faut se laisser un peu pénétrer par la nature, se fondre dans la nature. Il faut essayer de disparaître, en fait. C'est ça l'idée. On voit des animaux quand on a réussi à disparaître. En tout cas à leurs yeux, ça, et à leur nez et à leurs oreilles, parce qu'ils ont des sens très développés, et ça, il ne faut pas non plus... parce que si on raisonne à l'échelle de nos propres sens, nous, on est complètement inhibés au niveau d'heure, au niveau ouïe, au niveau vue. Les animaux ont gardé, bien évidemment, leur capacité à voir et entendre. Donc on ne joue pas dans la même cour, en fait. Hein. Donc ils ont un certain avantage pour ça. Donc une fois qu'on a pris conscience de ça, ça veut dire qu'il faudra être patient. Ça peut être des heures, hein. Faut pas croire, on peut rester des heures à l'affût pour pouvoir observer un chevreuil, avec une observation qui, au final, peut durer 3 secondes. Hein. Un chevreuil qui traverse une allée, voilà, j'ai attendu 3 heures et j'ai vu un chevreuil passer 3 secondes. Mais bon, ces 3 secondes, finalement, en fait, l'émotion et le sentiment qu'on éprouve, il est aussi en rapport avec le temps qu'on a mis à l'obtenir, quoi. Ça, c'est évident. Si c'était trop facile, je vois quand c'est trop facile, on peut organiser des choses un peu téléphonées, et voir le brame du cerf, on vous prépare le coup, la place est là. Et je constate quoi? En fait, les gens, au bout d'une demi-heure, ils s'ennuient déjà, ou ils sont déjà presque là, parce que finalement, alors déjà parce qu'ils n'ont pas le souci du détail, nous on cherche des détails, pourquoi il fait ça, enfin on essaye de comprendre. Mais les gens qui sont là juste pour observer, bon ben voilà, c'est comme devant un tableau, quoi. Il y a celui qui va dire, bon ben c'est beau, ok, il me plaît, bon ben je passe au suivant, et puis il y a celui qui va regarder le tableau, et qui va passer 3/4 d'heure, 1 heure, mais tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qui vont chercher à avoir une certaine interprétation des choses, une certaine compréhension des choses. Donc bon, déjà là, on n'est pas tous identiques dans ce qu'on cherche et dans ce qu'on veut. Et je constate que quand c'est trop facile, finalement, les gens se lassent assez vite. Alors que quand on a passé des heures à se dire, tiens, voilà, je vais me planquer ici, alors il y a plein de choses à faire, il ne faut pas qu'il me sente, donc je vais me mettre en hauteur, il ne faut pas qu'il me voie, donc je vais m'habiller d'une certaine manière, je vais monter un affût, il ne faut pas qu'il m'entende, donc je vais bien prendre soin de gratter toutes les brindilles à mes pieds pour ne pas les faire craquer au moment où l'animal sortira, etc. Et j'attends, et donc, bon, ça c'est pas nul, hein, dans le rapport à la nature, puisque on fantasme, donc voilà, on peut aussi imaginer plein de choses, et on passe toujours des moments très agréables. Et à un moment donné, ce cerf sort, et j'ai mis tellement d'énergie finalement pour pouvoir le voir, que j'en profite, quoi, et ça peut durer 2 heures, je m'en lasse pas. Donc voilà, je pense que s'il faut, déjà, faut être motivé, et ça se mérite, ouais, dans le vrai rapport au sauvage. Hein. Après, on peut avoir plein d'ersatz ou de parodies finalement de rapport à la nature dans des parcs zoologiques. Bon voilà, moi c'est pas comme ça que j'ai envie de la voir. Alors c'est facile, hein, vous donnez 10 € et en une demi-heure vous avez vu un lion, une girafe. Hein. Moi je préfère pas voir le lion de ma vie peut-être que de les voir comme ça, quoi. Après chacun fait comme il veut, hein, mais
Voilà, c'est pas ma conception des choses. Je trouve que ça me gâche le plaisir, moi. Ça se mérite, voilà, tout simplement. Il peut y avoir plusieurs adjectifs qui définissent l'animal sauvage. Comme ça, peut-être les premiers qui peuvent me venir, c'est l'instinct. L'instinct, ils sont très instinctifs. Je pense que c'est ce qui les conduit, puisqu'ils n'ont pas... On peut parfois leur prêter certaines capacités à raisonner. Bon, là, on entre dans d'autres débats, les problèmes de conscience. Après, donc c'est vraiment de l'instinct. Souvent, les animaux agissent par instinct. Ça, c'est évident. Après, le deuxième, c'est peut-être la cruauté aussi. Alors, cruauté vue par nous. Je pense que, vu de l'animal, c'est pas de la cruauté. Mais si on porte un regard humain sur les animaux sauvages, ils sont parfois très, très cruels. Et c'est leur instinct qui les conduit à être cruels. Je pense dans les rapports, je ne sais pas moi, un lion qui mange des lionceaux parce que simplement ils ne sont pas les siens. C'est quand même très cruel, vu par l'homme. Il le fait d'instinct. Donc voilà, donc je pense que c'est ça. Et puis c'est cette certaine liberté aussi. Ils ne sont pas contraints par des modèles. C'est ça qui les caractérise aussi. C'est finalement cette liberté d'agir, que leur instinct leur guide, et sans se poser de questions. Je pense qu'ils ne se posent pas de questions. Donc c'est pour ça vraiment enfin moi en tout cas c'est comme ça que je les perçois et c'est ce qui les caractérise. C'est cette façon spontanée, la spontanéité, voilà. C'est toujours dans le moment et sans parfois réfléchir, hein. Je pense que, et c'est pour ça aussi que ça nous apprend à prendre du recul sur cette cruauté, quoi. Ah oui, nous on dit, ah, si c'est dur, ils sont très cruels. Après voilà, si on raisonne dans le schéma des animaux sauvages, non, on ne peut pas considérer ça comme de la cruauté, c'est simplement leur façon de... la cruauté, c'est notre point de vue d'homme, c'est pas le leur. Eux, c'est leur façon de fonctionner. Donc voilà, et après, je sais pas, des adjectifs... c'est assez difficile en fait. Je vois pas le fait qu'ils soient inaccessibles ou difficilement accessibles peut-être. Ça les caractérise aussi puisqu'on passe notre vie finalement à les chercher. Et donc oui, voilà, cette discrétion. Ils sont très discrets. Discrets, spontanés, instinctifs. Voilà, peut-être c'est les trois mots que je retiendrai. Alors dans les modalités de gestion aujourd'hui, je pense qu'on intègre toujours des connotations dans la gestion de la faune qui sont hors sujet, comme par exemple les aspects politiques ou sociaux. Je vois dans l'attribution des plans de chasse par exemple, on tient plus compte du fait aujourd'hui de vouloir satisfaire tout le monde et pas créer de jalousie. Que de tenir réellement compte du nombre d'animaux qu'il faudrait prélever sur chaque territoire. Donc ça, c'est un aspect un petit peu plus... on fait plus de la gestion de la pâte humaine, entre guillemets, et d'essayer de fâcher personne, et en oubliant parfois, d'ailleurs, l'intérêt des animaux eux-mêmes. Après, ça peut être aussi politique, dans le sens où il y a des choses qui peuvent paraître... je prends le bouquetin, par exemple, le bouquetin dans les Alpes. On a intégré dans la gestion de l'espèce des notions d'affect, de créer une espèce de... Pourquoi sur cette espèce, pourquoi elle n'a pas été considérée finalement au même titre que le chamois ou que le mouflon, qu'on chasse et qu'on prélève d'une manière régulière pour contenir les populations. Et ça peut arriver à des vraies aberrations. Avec des conséquences aussi économiques. Je prends le cas du bouquetin, par exemple. On a réintroduit du bouquetin dans les Alpes. Alors c'est devenu un petit peu l'emblème. Alors ils n'étaient pas pour le coup très sauvages et s'approchaient assez facilement des touristes, etc. Et donc par principe, on a décidé qu'on ne prélèverait pas de bouquetin et qu'on ne tuerait pas de bouquetin. Et à l'arrivée, il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que les bouquetins ont proliféré. Et qu'à un moment donné, on est arrivé à des désordres d'ordre sanitaire. Simplement, les animaux étaient malades, transmettaient leur maladie aux animaux domestiques. Et donc, on a dû se faire violence pour prélever des bouquetins, pour tuer des bouquetins. Il fallait simplement en éliminer. Et ça a coûté beaucoup d'argent aux contribuables.
Et ça, je trouve ça vraiment idiot, puisque vous traversez la frontière, de l'autre côté du versant en Suisse, on fait payer des chasseurs pour aller prélever des bouquetins. Alors ça peut paraître choquant, mais de toute façon, on acte qu'il est nécessaire d'en prélever. Et la conclusion, elle est arrivée, puisqu'on a dépensé des centaines de milliers d'euros pour aller tuer des bouquetins, alors qu'on aurait pu finalement le faire par des chasseurs qui étaient tout à fait prêts à participer financièrement. Et sachant que l'argent qui avait été investi par les chasseurs pour pouvoir aller prélever un bouquetin pouvait être réinjecté dans la gestion des milieux, dans l'aménagement du territoire, etc. Donc je pense que là, il y a une vraie réflexion à avoir. Aujourd'hui, la régulation de la grande faune en France, elle est indispensable, elle est faite par les chasseurs. Ça génère une certaine économie, bien évidemment. On vend des cartouches, on vend des armes, etc. Et donc ça fait partie, bien évidemment, aussi des choses. Si demain, on devait arrêter la chasse ou supprimer la chasse, comme on l'a fait en Suisse, dans le canton de Genève, on a finalement arrêté la chasse par principe, parce que c'était pas bien, on avait admis que c'était pas bien. Faut savoir qu'aujourd'hui, dans ce canton-là, où la chasse est interdite, on paie des fonctionnaires qui la nuit vont tirer des animaux, parce qu'à un moment donné, force était de constater que ça devenait plus possible, et que économiquement ça devenait insupportable. Alors c'est la double peine, puisque aujourd'hui on paye des fonctionnaires, et tous les dégâts qui ont été engendrés finalement par les sangliers qui ont proliféré dans les cultures, etc., à un moment donné, il a bien fallu indemniser les agriculteurs. Aujourd'hui, ce sont les chasseurs qui ont à charge l'indemnisation des dégâts de sangliers. On peut considérer que s'ils ne remplissent pas le contrat et qu'ils ne font pas leur boulot, et que les sangliers prolifèrent un peu trop et vont provoquer des dégâts dans les cultures, ils en assument en tout cas financièrement les conséquences. Après, attention aux dérives économiques. Je vois pour certains chasseurs qui sont des consommateurs de chasse, on peut dire ça comme ça, simplement, quelque part, ils vont payer un droit de chasse ou le droit d'aller prélever ou tuer un animal. Et quelque part, ça peut prendre parfois des conséquences un petit peu trop importantes. On voit des prix de location de chasse qui atteignent des sommets, quoi. Et quelque part, c'est un rapport malsain, dans le sens où à partir du moment où quelqu'un a mis beaucoup d'argent, il attend en retour, bien évidemment, un certain résultat. Et ça fausse complètement les règles du jeu, quoi. Donc je pense qu'il faut faire attention. La chasse comme outil, comme moyen de régulation, oui. Après, il ne faut pas non plus que la chasse devienne prétexte, parce que quelque part, aujourd'hui, si les populations de sangliers sont aujourd'hui pléthoriques, c'est aussi parce qu'on les a laissés évoluer. Et parfois, à des endroits, moi je vois, la chasse arrive à devenir inaccessible parce que trop cher pour certains chasseurs. Et ça, pour moi, là, le système atteint ses limites. Donc c'est plus qui paye chasse, c'est qui paye chasse. C'est pas partout comme ça en France, mais dans l'Est, dans le nord de la France, c'est comme ça que ça... Malheureusement, le coût de la chasse a beaucoup progressé, beaucoup augmenté ces dernières années. Et ça, c'est absolument pas une bonne chose, puisque c'est pas, on ne pourrait pas payer pour chasser. Moi, je pense qu'on serait beaucoup plus intelligent de faire chasser les gens au mérite. Est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu as le bon état d'esprit? Et là, d'accord, on te donne le droit de chasser. C'est pas est-ce que tu as assez d'argent pour louer 1000 hectares de forêt et pouvoir te laisser aller au plaisir de la chasse. Donc je pense attention à ces aspects économiques. Oui, c'est une chose, mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur le but final qui est finalement l'intérêt des milieux et l'intérêt de la faune et de la flore, quoi. Donc avec les animaux sauvages, la rencontre, vous l'avez compris, est aléatoire. Donc effectivement, on rencontre beaucoup plus souvent les animaux par rapport aux traces qu'ils nous laissent, alors que ce soit l'empreinte de leurs pieds, que ce soit leurs excréments, que ce soit les endroits où ils se sont souillés dans la boue, parce que ça, c'est des besoins vitaux. Donc on apprend beaucoup de choses déjà sur le fait qu'ils soient là ou pas. On peut parfois découvrir les premiers contacts qu'on a généralement avec certaines espèces qui colonisent parfois des territoires, c'est par la trace, bien avant de les avoir vus par corps.
Donc déjà, ne serait-ce que de découvrir parfois une espèce par la trace avant même de savoir qu'elle est là. Donc ça c'est assez extraordinaire. Après, ça va nous renseigner sur plein de choses. Je pense notamment à la reproduction, par exemple. On voit en période de mise bas des femelles, est-ce qu'on a déjà ou pas des traces de jeunes animaux? Est-ce qu'il y a déjà des faons qui sont nés? Est-ce qu'on a déjà des marcassins? Au-delà de ça, on va pouvoir, ça va nous renseigner sur leur déplacement simplement. Est-ce qu'ils sont passés là récemment? Est-ce qu'ils ont l'habitude de passer là ou pas? D'ailleurs, on a des vrais couloirs. Hein. Les animaux ont des passages, ont certaines habitudes finalement dans leur déplacement. Donc vont marquer certains sentiers, ils ont leur chemin, entre guillemets. Mais est-ce que ça peut être saisonnier aussi? Il y a des moments où... Donc ça va nous renseigner sur plein de choses. Ça peut nous renseigner sur l'état de gestation des femelles, par exemple, par rapport à comment les animaux vont poser leurs pieds. Hein, on sait que les femelles, en fin de gestation, elles ont un gros ventre, hein, donc elles ont beaucoup plus de mal à marcher. Hein, donc par la position, la façon dont elles vont poser les pieds, on sait que tiens, c'est une femelle, elle est pleine et va pas tarder à mettre bas, quoi. Donc tout ça, ça tient finalement sur une trace. Après, ça peut aussi souvent, les traces, si on les observe d'une manière moins technique, elles peuvent aussi laisser cours aussi aux fantasmes. Moi, je vois souvent les chasseurs, par exemple, ont beaucoup de difficultés à admettre qu'il s'agit d'une trace de biche. Pourquoi? Parce que eux, c'est quand même beaucoup moins excitant finalement. On préfère imaginer un grand cerf quand on voit une trace que d'imaginer une biche. Donc ça c'est assez marrant. Donc il y a aussi tous les fantasmes que ça peut engendrer, au-delà de toutes les informations techniques. Donc je pense que c'est... Et on passe nous notre vie en forêt à chercher les traces. Hein. Après, il n'y a pas que les empreintes, hein, je vous dis, il y a aussi... est-ce qu'ils sont venus s'alimenter? Parce que quand les animaux s'alimentent dans la végétation, il laisse aussi des traces. Hein. On voit que les végétaux ont été consommés. Les cerfs en période de reproduction, on sait qu'ils vont beaucoup se souiller. Bon, là, ils vont répondre à des fonctions vitales. Donc voilà, est-ce que les souilles sont fréquentées ou pas? Est-ce qu'il y a de l'activité de brame? On le voit quand les cerfs, au moment du rut, s'excitent sur la végétation, ils viennent frotter leur bois sur la végétation. Donc on peut parfois constater que certains petits arbres sont complètement laminés par les cerfs. On dit tiens, voilà, ça nous met aussi en évidence que l'activité de reproduction s'est mise en œuvre. Et les traces aussi, il ne faut pas oublier, parce que ça c'est très important, c'est les traces olfactives. On travaille aussi beaucoup avec le nez. Déjà chaque espèce a sa propre odeur, entre guillemets. Et même quand on les cherche, souvent on cherche à se mettre face au vent, bien évidemment. Et quand c'est le moment du brame, les cerfs ils sentent assez fort. Hein, et on arrive finalement parfois à les localiser rien qu'en les sentant. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, j'utilise aussi parfois, je triche un petit peu, mais un auxiliaire, qui est un chien, qui lui a l'odorat beaucoup plus développé que moi. Et donc souvent je me déplace avec mon chien et lui va m'indiquer finalement les animaux par l'odeur. Donc il y a même des fois des traces qu'on ne voit pas, que le chien nous montre, que lui perçoit et que nous on n'est même pas capable de percevoir. Donc on ne perçoit pas non plus toutes les traces finalement que laissent les animaux. Et il y a un vrai langage comme ça, ça c'est aussi intéressant, invisible via les phéromones, etc. J'ai pu constater qu'il y avait des... Alors c'est une trace que laisse l'animal qui n'est pas perceptible par l'homme. C'est extraordinaire, par exemple un sanglier qui vous a senti. Donc il sent le danger, il sent le prédateur, il libère à ce moment-là des phéromones, et un sanglier qui arrive un quart d'heure après ou 20 minutes après, s'alerte, alors que lui-même n'a pas pris connaissance finalement de l'homme, mais s'alerte du fait du message, de la trace olfactive que l'autre a laissée. Et donc il y a plein de traces que nous on ne voit pas, mais que les animaux perçoivent, et ça aussi c'est assez fantastique. Sur les battues aussi, quand on pousse les animaux, il se crée ce que j'ai fini par appeler des couloirs d'odeur. C'est-à-dire quand un animal commence à passer à un endroit, souvent, il crée un passage, il crée une trace, qui est une trace olfactive, et que très souvent les autres animaux vont empaumer, simplement parce qu'ils se disent si lui est passé là et qu'il a survécu, c'est sans doute que la voie est bonne. Et donc il se crée comme ça des couloirs d'odeur que les animaux vont emprunter. Donc, alors c'est des traces éphémères, hein,
Donc il y a des traces qui restent, qui peuvent rester, comme les empreintes par exemple. Hein. L'empreinte d'un cerf qui est marquée dans la boue, elle a une durée de vie beaucoup plus importante. Bon, elle finit par se dégrader, mais on peut prendre connaissance finalement du passage de l'animal, parfois plusieurs semaines après son passage. Alors que ces traces-là, elles sont beaucoup moins marquées et plus difficiles à percevoir. Déjà, par nous, c'est plus compliqué. Par nos auxiliaires canins, c'est plus facile. Et surtout par les animaux entre eux, quoi. Donc ça, c'est assez fabuleux aussi de voir cette espèce de passage ou d'empreinte que les animaux vont laisser comme ça, et qui va d'ailleurs aussi leur permettre de communiquer. Comment je vois l'avenir du sauvage? Moi, je pense qu'il aura toujours sa place. Je pense qu'on en a besoin d'abord, ça faut en prendre conscience, pour plein de choses, parce qu'on dépend quand même directement du sauvage. Je pense à tous les problèmes de pollinisation, etc. Donc on a intérêt, je pense tout intérêt à se soucier de la préservation de la nature sauvage. Donc le fait aussi que les gens s'en détachent, ça peut être aussi inquiétant, parce que loin des yeux, loin du cœur, c'est un peu ce qu'on dit. Donc on peut oublier ou ne plus percevoir finalement l'importance que ça peut avoir. On en aura toujours besoin, il faut à un moment donné, je pense, revenir aux bases. Moi, je ne sais pas comment on peut vivre finalement sans le sauvage, parce que je vous dis, moi, ça fait partie de mon équilibre et de mon bien-être. Donc je pense qu'à un moment donné, on a besoin de se poser et de profiter finalement de cette quiétude, de cette sérénité. Et après, quelle place on voudra lui laisser, ça malheureusement, j'ai pas la réponse. Je souhaite qu'on lui laisse de la place. On a la chance aujourd'hui, je pense en France, d'avoir encore quand même beaucoup d'espace, alors qu'on peut considérer comme sauvage ou pas, mais en tout cas où la vie sauvage perdure et demeure. Peut être des choses toutes simples, mais donc je ne sais pas comment on évoluera, comment l'homme va évoluer par rapport à ça. Mais en tout cas, si j'ai une certitude, c'est que c'est nécessaire de le préserver. On en a un vrai besoin, quoi. Je ne sais pas si j'en ai plus besoin que les autres, je ne sais pas, mais peut-être certains ne savent pas qu'ils en ont besoin, parce que comme ils n'ont jamais eu la chance d'avoir cette chance de venir finalement s'apaiser et de rester dans un monde comme ça complètement artificialisé, bétonné. Donc on en a besoin pour notre équilibre, donc je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience et qu'on fasse tout pour le préserver.